Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'assister à une présentation sur le cannabis médical. C'est Dr. Claude Cyr qui va faire la présentation. Alors, Dr. Cyr est un médecin de famille depuis 25 ans. Il travaille au Royal Victoria aux soins palliatifs. Il travaille également avec le cannabis médical depuis les 20 dernières années et il a contribué à l'écriture d'un livre sur le cannabis médical qui est apparu en février 2021 avec les éditions Springer. Alors, une bonne main d'applaudissements pour Dr. Cyr, qui va pouvoir, bien entendu, bonifier sa présentation et sa biographie dans les prochaines minutes. Alors, c'est à vous, Dr. Cyr. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Pour moi, c'est un grand privilège de présenter à des psychiatres parce que le cannabis, c'est certain que c'est une substance qui est beaucoup utilisée par des patients, malheureusement sans supervision, sans vraiment l'accord de leur clinicien. Alors, c'est important d'avoir au moins une connaissance de base pour réduire les méfaits. Puis c'est surtout sur ça que j'aimerais discuter aujourd'hui. Comme on l'a dit, mon nom c'est Claude Cyr, je suis médecin de famille, je travaille maintenant en soins palliatifs et je me suis intéressé au cannabis médical parce que, je veux dire, à Montréal, ici, il y a beaucoup de chercheurs et j'ai été très chanceux, très fortuné d'en côtoyer plusieurs. Alors, juste pour commencer la présentation, le petit pictogramme que vous voyez au-dessus de vous, c'est le pictogramme chinois pour décrire le cannabis, qui est le plus ancien pictogramme qui date d'environ 5000 ans. Puis, on voit que ça symbolise comme un abri là, avec les deux petites lignes. Il y a la petite cheminée et deux plantes de cannabis qui sont suspendues au plafond pour sécher afin d'en recueillir les fleurs. Alors, conflit d'intérêt, évidemment, un jour, je vais peut-être recevoir des droits d'auteur pour le livre Cannabis and Cannabinoid-Based Medicines in Cancer Care. Et j'ai reçu antérieurement des honoraires pour des compagnies pour être membre d'un comité consultatif ou des programmes d'éducation médicale continue. Alors, comme j'ai dit, je travaille au CUSUM. Je travaille surtout sur un projet pilote de l'autorisation du cannabis médical en oncologie puis en soins palliatifs. Je fais aussi partie d'un groupe de travail sur l'intégration des psychédéliques en soins palliatifs. Et je fais aussi partie d'un regroupement qui s'appelle Therapsil qui aussi prône l'utilisation de la psilocybine en soins palliatifs. Donc, ce sont mes champs d'intérêt principaux actuellement. J'ai écrit avec 3 co-auteurs un livre qu'on a publié au mois de février qui est le Cannabis and Cannabinoid-Based Medicines in Cancer Care. C'est un livre qui, en fin de compte, qui prône l'utilisation du cannabis en cancer avancé et en soins palliatifs. Parce que vous allez voir que durant cette présentation ici, je ne vais aucunement mentionner que le cannabis devrait être utilisé pour traiter aucune condition médicale autre qu'en soins palliatifs et en cancer avancé, où, selon moi, personnellement, ce sont les indications principales d'usage du cannabis. Puis, ce qui est un peu triste, c'est que les patients qui devraient en prendre, c'est-à-dire les patients dans cette catégorie de problèmes de santé, ils ont très peu accès au cannabis. Puis de l'autre côté de la médaille, c'est que les patients qui ne devraient peut-être pas en prendre, eux autres, ils ont un accès beaucoup plus facile ou beaucoup plus important au cannabis médical. Donc, on a du travail à faire à ce côté-là. Alors, les objectifs que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser des données scientifiques à date qui sont applicables en clinique, c'est-à-dire que la science du cannabis évolue très rapidement dans les 10-20 dernières années. Et on commence à avoir des données cliniques qui sont un peu plus intéressantes, un peu plus probantes, surtout au niveau de la réduction des méfaits. On n'est pas encore rendu à avoir des études randomisées à double insu, multicentriques sur l'usage du cannabis avec des produits standardisés. Ça, on n'a pas encore ça. C'est pour ça qu'on n'est pas capable de donner des recommandations pour l'usage du cannabis dans des conditions médicales comme le TDA ou l'anxiété ou le stress post-traumatique. Ce que je vais surtout me concentrer, c'est comment monitorer l'usage du cannabis et conseiller afin de réduire les méfaits. Et si on a le temps, on peut regarder un peu les détails par rapport à comment gérer la cuisine par rapport au cannabis médical. Puis j'aimerais aussi, si c'est possible à la fin, de vous demander un peu, c'est quoi, selon vous, les besoins futurs de formation en psychiatrie concernant le cannabis médical. Évidemment, les besoins de formation, c'est large avec le cannabis parce que ce n'est pas comme n'importe quel autre médicament. C'est un médicament ou c'est une substance qui a un historique très complexe. Il y avait un usage religieux, spirituel qui remonte à 5000 ans
pratiquement toutes les religions ont un passé où le cannabis a fait partie au moins de certaines sectes, par exemple, que ce soit l'hindouisme ou le bouddhisme, le soufisme, le rastafari encore aujourd'hui, qui utilisent le cannabis médical. Et même, il y a des fouilles archéologiques dernièrement qui ont démontré que dans des temples en Judée, il y avait l'usage du cannabis qui a été fait probablement pour des cérémonies religieuses. Donc, on sait qu'il y a eu une période au moins dans l'histoire des religions où le cannabis faisait partie un peu des sacrements. Pourquoi ça a arrêté? On ne sait pas encore, cette affaire-là. Mais le cannabis a seulement été introduit en médecine occidentale à partir de 1843, comme on voit l'article qui est à votre droite ici. C'est le docteur William O'Shaughnessy, qui était un médecin britannique qui était parti en Inde, qui est revenu avec ses observations. Et à partir du milieu des années 1800 jusqu'aux années 1930, à peu près presque une centaine d'années, le cannabis était couramment utilisé en Amérique du Nord, en Europe. Et moi, j'adore relire l'historique de cette époque-là. Il y a des centaines et des centaines d'articles dans le Lancet, le New England Journal of Medicine, beaucoup de cas cliniques, beaucoup de cas anecdotiques. Mais c'est fascinant, puis c'est des choses qui sont encore pertinentes par rapport à aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de ces cas-là, on parle surtout d'intoxication involontaire. Et les médecins qui envoyaient les articles décrivent en grand détail là, ces effets-là. Et c'est tout aussi pertinent aujourd'hui de lire ça, parce que ça nous donne une idée vraiment là, en grand détail quels sont ces effets-là lorsque les gens s'intoxiquent. Puis la raison, il ne faut pas oublier que pourquoi les gens s'intoxiquaient dans les années 1800 et 1900, c'est parce que l'ingrédient actif du cannabis, à cette époque-là, ou bien qu'on déterminait qui était le plus important, le THC, a seulement été isolé en 1964. Donc, on ne savait même pas qu'est-ce qu'on donnait aux patients et les produits avaient une grande variabilité au niveau là, de la concentration. Donc, c'est normal qu'un même un patient à cette époque-là qui prenait le même produit, si c'était un autre batch, il n'y avait pas la même concentration, il risquait de s'intoxiquer. Puis, il y avait beaucoup de détracteurs à cette époque-là au niveau d'usage du cannabis. Mais heureusement, depuis la découverte du THC, le récepteur cannabinoïde et la découverte du système endocannabinoïde dans le milieu des années 90, la science fondamentale a rapidement évolué. Puis je vous dirais que même dans les 10-20 dernières années, ça évolue à une vitesse exponentielle. Avant, on pensait qu'il y avait juste deux récepteurs, c'était beaucoup moins compliqué, ça agissait sur le système nerveux central, le CB1, ça agissait sur le système immunitaire avec le récepteur CB2. Maintenant, on a découvert une douzaine de récepteurs de cibles moléculaires, puis dans tous les organes, dans tous les tissus. Donc, quand on parle du cannabis en médecine, on ne peut pas parler du cannabis en général. On ne peut pas se spécialiser en tout. Moi, j'estime qu'on va probablement, dans les prochaines années, il va y avoir des spécialistes en cannabis en santé mentale, il va y avoir des spécialistes en cannabis en immunologie, des spécialistes en gastroentérologie. Tous les systèmes biologiques du corps humain ont un système endocannabinoïde endogène qui a des multiples fonctions inflammatoires, etc. Et on est en train de juste on frôle juste la pointe de l'iceberg actuellement en termes des connaissances, mais ça va évoluer très, très rapidement. Il y a aussi la pharmacologie clinique du cannabis qui a aussi évolué très rapidement dans les dernières années avec les produits approuvés non seulement, mais avec l'usage des produits standardisés dans les études cliniques. On sait maintenant un peu la biodisponibilité, tout ce qui est le pharmacocinétique, les effets pharmacodynamiques. On a des très bonnes connaissances par rapport à ça, puis j'aimerais en discuter aujourd'hui avec vous pour vous donner un peu un aperçu de qu'est-ce qu'on sait actuellement. Les usages thérapeutiques possibles, bien, le mot possible est vraiment là. Donc, il y a certainement des effets qui sont perçus comme étant bénéfiques par les patients qui s'en servent, mais on sait qu'il y a énormément de risques à long terme. Donc, les indications, il y en a possiblement plusieurs, mais on ne sait pas quelle est la meilleure façon d'introduire le cannabis si on l'introduit et comment l'utiliser. Est-ce qu'on le prend quotidiennement? On le prend-tu en PRN? On le prend-tu de façon temporaire? Il y a encore beaucoup, beaucoup de questions sans réponse. Par rapport à la posologie, ça commence à se préciser. On va regarder un petit peu tantôt aussi à la fin de la présentation si on a le temps. Les fenêtres thérapeutiques aussi, on sait qu'à petite dose, ça peut avoir un effet, à dose moyenne, ça va avoir un effet différent, à dose plus forte, ça va avoir d'autres effets qui peuvent potentiellement être thérapeutiques. Mais on n'a pas tout exploré ces différentes fenêtres thérapeutiques. Il y en a seulement certaines qui ont commencé à être explorées dernièrement,
puis comme les autres affaires, on va avoir plus de réponses dans les prochaines années. Précautions, mise en garde, je pense que vous êtes tous au courant qu'il y a certaines pathologies, certains troubles de santé mentale, comme les troubles psychotiques, pour lesquels le THC est contre-indiqué, mais contrairement au THC, le CBD peut avoir des effets antipsychotiques. Donc, quand on parle du cannabis en santé mentale, il faut préciser de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du THC ou est-ce qu'on parle du CBD ou on parle d'un mélange des deux? Parce que ces deux composants-là, qui sont les composants principaux, vont avoir des effets paradoxaux, même contraires. Donc, c'est une plante, une plante assez complexe et on ne peut pas utiliser le mot cannabis pour décrire tous les effets du cannabis. Il faut préciser cannabis THC, cannabis CBD, parce qu'on parle vraiment de deux affaires complètement différentes. Concernant les effets indésirables aigus et chroniques, on les connaît maintenant assez bien. On sait qu'ils sont reliés à la dose, surtout le THC, l'usage quotidien chronique. Puis on sait que quand il y a une abstinence prolongée, la plupart des effets secondaires peuvent rentrer dans l'ordre. Mais l'usage précoce, par exemple, va augmenter le risque de troubles psychotiques permanents chez plusieurs personnes. On connaît maintenant les signes de surdosage et de toxicité. Et on commence à avoir un aperçu de comment conseiller les patients pour une réduction des méfaits, mais il reste encore certains détails à couvrir, par exemple, qu'on n'a pas encore déterminés. Maintenant, l'autre affaire par rapport au cannabis, c'est que compte tenu que c'est une substance qu'on réintroduit dans l'arsenal thérapeutique qui a disparu depuis presque 100 ans, ça vient avec son propre vocabulaire, puis il y a des définitions aussi qui sont importantes à savoir. Par exemple, on ne sait même pas, est-ce que c'est un médicament? Il y a du monde qui pense que c'est une plante médicinale, d'autres qui pensent que c'est une drogue à usage récréatif. Il y a des gens qui croient que ça a des effets psychédéliques à haute dose, ce qui n'est pas faux. Puis il y a même des gens qui commencent à penser que ça pourrait être utilisé comme un outil psychothérapeutique. En Californie, puis au Colorado, il y a des cliniques qui utilisent le cannabis, le Cannabis Assisted Psychotherapy. Il y a même à Montréal, il y a des psychologues qui commencent à explorer cette avenue-là. Maintenant, il y a très peu de données cliniques par rapport à ça, mais ça vous donne juste un peu l'idée de le cannabis, où est-ce qu'on le met dans l'arsenal thérapeutique? C'est quoi son rôle en réalité? Il ne faut pas oublier, comme j'ai dit tantôt, que le cannabis, ce n'est pas une substance. Il y a des centaines de composés chimiques dans le cannabis, mais il y en a vraiment juste deux qui sont cliniquement importants, le THC et le CBD. Les autres composés, les cannabinoïdes secondaires, ils sont tellement, ils existent tellement en quantité infime que le rôle thérapeutique est négligeable pour l'instant. Il y a peut-être d'autres variétés qui vont sortir dans l'avenir où on va trouver des façons de le synthétiser, puis on va regarder ça dans les 10-20 prochaines années. Le THC est quand même considéré comme le joueur principal. C'est celui qui agit sur le récepteur CB1. C'est l'agoniste principal du CB1 qui va avoir les effets connus au niveau anxiolytique, antinauséeux, antispasmodique, potentiellement antidépresseur, ça dépend vraiment de l'usage. Le CBD, les études sont très prometteuses, mais il y a beaucoup d'études qui sont surtout au niveau préclinique, puis il y a des très petites études cliniques qui sont sorties dernièrement. Mais même par rapport à ça, ça n'a pas empêché Santé Canada de sortir avec un position statement là, qui est sorti en mois de juillet 2021 2022, excusez, par rapport à l'usage du CBD pour l'anxiété. Je vais vous en parler un petit peu tantôt. C'est très intéressant ce qu'ils ont sorti. L'autre affaire qui est intéressante par rapport à ces deux composés-là, que ce soit le CBD ou le THC, c'est qu'ils ont des effets paradoxaux selon la dose. C'est-à-dire qu'ils ont un effet en courbe en J, que ce soit le THC ou le CBD. Le THC à faible dose peut avoir un effet anxiolytique, la plus forte dose a un effet anxiogène. Le CBD à faible dose peut interrompre ou peut altérer ou réduire la qualité du sommeil, puis à forte dose, ça va induire ou améliorer la qualité du sommeil. Donc, il y a encore beaucoup de réponses, il y a encore beaucoup de questions par rapport à ces effets-là un peu particuliers par rapport à ces deux composés principaux. L'effet entourage, c'est aussi très populaire dans le underground du monde du cannabis. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Il y a beaucoup de gens qui croient que ce soit un indica, un sativa, que le fait qu'il y ait des terpènes particuliers, le limonène, puis le cariophyllène, puis tout ça, ça peut influencer l'effet final du THC ou du CBD. Il n'y a vraiment pas de données cliniques qui
qui vont corroborer cette hypothèse-là. Il y a des études précliniques qui ont été faites, oui, chez les rats et les souris, mais les doses qu'ils utilisaient de terpènes pour aller influencer l'effet final du THC ne peuvent pas être rencontrées cliniquement avec les produits actuellement. Donc, moi, personnellement, quand les gens me parlent, je prends un sativa, je prends un indica, je dis non, donne-moi juste la quantité de THC que tu prends, le CBD, le reste, je ne veux rien savoir parce que selon moi, ce n'est pas cliniquement important. Une autre chose qui est importante par rapport au cannabis, qui diffère un peu des autres médicaments avec lesquels on est habitué d'utiliser, c'est que oui, il peut y avoir des effets thérapeutiques, on les connaît maintenant assez bien, mais on ne sait pas vraiment comment les utiliser pour optimiser l'effet, que ce soit anxiolytique, antinauséeux, antispasmodique. Mais le cannabis, contrairement aux autres médicaments qu'on utilise, qui, eux, sont vraiment le but des médicaments qu'on utilise en médecine, c'est de réduire des symptômes. On donne un médicament pour réduire l'anxiété, pour réduire la tristesse, pour réduire la douleur. Mais le cannabis produit des effets. Il y a des effets psychoactifs qui sont spécifiques au cannabis, comme puis le langage qui entoure ces effets-là proviennent surtout du monde underground du cannabis, là, qui provient des années 50, 60, 70. On parle et aussi du langage qui entoure l'usage des psychédéliques. Donc, souvent, les gens qui consomment le cannabis, ils vont parler de l'effet empathogène ou entactogène. Ça leur donne le goût d'être en communication avec les gens, ils ont le goût de se rapprocher, de connaître le monde. Il y a des gens qui vont parler d'un phénomène qui s'appelle du catalyseur d'insight, c'est-à-dire que ça augmente un peu l'introspection chez certaines personnes à certaines doses, ça peut augmenter les capacités de métacognition. Il y a aussi le ralentissement de la perception du temps, qui est un effet qui est pratiquement toujours rencontré chez tous les usagers de cannabis, mais qui peut varier d'une fois à l'autre. Et la distractibilité, qui est un autre effet qui on peut voir comme étant négatif, mais dans certaines conditions, puis les études qui ont été faites récemment, on voit que, par exemple, en troubles obsessionnels compulsifs, les gens qui ont des ruminations, quand on n'est plus capable de focusser sur nos ruminations à cause de la distractibilité du THC, bien souvent, les gens ils vont penser à d'autres choses. Puis, même phénomène aussi pour le stress post-traumatique. Donc, la distractibilité qui est un effet secondaire qu'on n'aime pas parce que ça nous empêche de conduire la voiture comme il faut, parce qu'on n'est pas capable de faire l'attention divisée de façon efficace, pourrait avoir des effets bénéfiques chez certaines personnes. L'autre affaire par rapport au cannabis, il y a encore beaucoup de questions qui sont importantes, qui ne sont pas encore répondues ou bien qui sont encore incomplètes, dont la principale, qui est franchement, qui est un petit peu épeurant, rendu au stade où ce qu'on est actuellement, c'est quoi la dose de départ sécuritaire de THC? Alors, le CBD, on sait qu'il y a peu ou pas d'effets psychoactifs ou des effets d'intoxication à faible ou même à forte dose. Mais le THC, là, ça peut vraiment donner des effets, ça peut causer une psychose chez la plupart des gens à un certain seuil. Mais la dose de départ, on ne la connaît pas réellement encore. Les premières études qui ont été faites, là, ça remonte aux années 60. Là, Raphaël Mechoulam, qu'on voit dans la photo ici, c'est lui qui a découvert, il a isolé le THC pour la première fois en 1964 et il a synthétisé en 1965. Il travaille encore d'ailleurs, il est en Israël et il fait encore de la recherche. Et lui, il a invité des amis lors d'un souper, puis il leur a tout donné une dose de 10 mg de THC pour voir un peu c'était quoi l'effet. Mais tous les participants à sa rencontre, ils étaient naïfs au cannabis, donc ça, c'est important à savoir parce qu'on sait qu'il y a une tolérance rapide qui s'installe. Tous les participants ont eu un effet psychoactif important. Donc, il y en avait quelques-uns qui avaient le goût de parler, de jaser avec le monde. Il y avait vraiment eu l'effet empathogène ou entactogène, comme on parle. Il y en a quelques-uns qui sont devenus bien songeurs, qui avaient des réflexions philosophiques, puis des grandes révélations mystiques et spirituelles. Il y en a quelques-uns qui ont eu le fou rire. Puis il y en a quelques-uns qui sont devenus anxieux, puis il y en a un qui est devenu un peu paranoïde. Donc, ce qu'on a pu déterminer avec juste cette petite étude-là là, sur un groupe d'amis de celui qui a découvert le THC, c'est que 10 mg de THC, c'est certainement une dose psychoactive importante et qui peut, chez certaines personnes, causer des effets négatifs importants. Dont les effets paranoïdes ou des crises d'anxiété. Probablement pas suffisant pour causer une psychose chez la majorité des gens, mais on a aussi su avec ça qu'il y a une grande variabilité interindividuelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Santé Canada, eux, quand le cannabis a été légalisé au Canada en 2018, ils ont déterminé que la dose de départ de tous les produits comme
qu'on consomme par voie orale est de 2,5 mg. Donc, à 2,5 mg, les risques d'avoir une psychose ou une crise d'anxiété sont quasi nuls, sauf peut-être chez certains individus extrêmement particuliers, qu'on va voir un peu plus tard. Là, il y a certains facteurs de risque là, que des fois on peut déterminer, puis des fois non. Mais à 2,5 mg, il y a peu de risques. L'autre problème qu'on a actuellement, c'est qu'il y a des multiples formulations, des multiples produits et des voies d'administration qui vont changer un peu l'effet final, la durée de l'effet. Et ça, ça vient faire un peu dans l'interprétation des études, c'est que quand on regarde les études cliniques qui sont faites avec le cannabis médical, je ne parle pas des produits approuvés par Santé Canada là, qui sont standardisés, mais le cannabis médical, la plupart des études utilisent des différents produits, des différentes voies d'administration, des différentes techniques d'administration. Donc, on ne peut pas, c'est très difficile de faire des conclusions avec les études cliniques qui sont faites avec des produits à base de cannabis naturel. Au moins pour l'instant. Mais il commence à y avoir des produits standardisés qui commencent à sortir. On va les regarder un petit peu plus tard. Et avec ces produits-là, on va être capable de faire vraiment des études comparatives un peu plus solides. L'autre question qu'on doit se poser aussi, c'est comme j'ai expliqué dans la diapositive précédente, y a-t-il vraiment un rôle pour les effets psychoactifs spécifiques au THC? Avant, on ne pensait pas, parce que dans les études cliniques, les effets psychoactifs, ils notaient ça comme des effets secondaires. Mais on commence à se rendre compte qu'il y a peut-être certains effets psychoactifs qui pourraient avoir des bénéfices, mais même chose, on ne sait pas vraiment comment manager ça pour l'instant. L'autre question qu'on doit se poser, c'est que, écoute, il existe déjà des cannabinoïdes approuvés par Santé Canada. Pourquoi on ne s'en sert pas de eux au lieu de prendre du cannabis médical? C'est une très bonne question. Puis je vais vous expliquer dans une diapositive un petit peu plus loin un peu mon raisonnement par rapport à ça. Puis vous allez comprendre qu'il y a quand même de la place pour le cannabis médical malgré les cannabinoïdes approuvés. L'autre question qu'on doit se poser, c'est qui conseille vraiment les patients actuellement? Ce n'est certainement pas les pharmaciens, parce que autres, ils ne peuvent pas vendre de cannabis en pharmacie. Les médecins, ça devrait être les médecins ou les EPS qui devraient conseiller les patients sur l'usage approprié du cannabis, mais la grande majorité du monde, que ce soit les patients ou les usagers récréatifs, prennent leurs conseils de l'Internet, des amis ou bien des gens qui vendent le cannabis à l'SQDC. Et on sait que les conseils qu'on reçoa dans ces endroits-là sont nettement insuffisants et souvent très dangereux. L'autre question qu'on peut regarder aussi ensemble, je vais essayer si on a le temps, c'est regarder comment estimer un usage à faible risque. J'ai un cas clinique que j'aimerais discuter avec vous, puis ça va donner comme un peu, ma façon, comment moi j'aborde le patient qui rentre dans mon bureau, qui consomme du cannabis, mais qui ne semble pas avoir trop de problèmes avec l'usage du cannabis, mais je veux juste voir, y a-t-il des red flags par rapport à son usage. Regardons un peu les cannabinoïdes approuvés ou retirés du marché au Canada. Maintenant, j'ai une question pour tout le monde. Tout le monde, vous êtes sur votre chat, là, j'aimerais ça que vous me répondiez à la question suivante. Quels sont les 2 produits dans cette liste qui sont encore disponibles au Canada? Alors là, dans le chat, on a Nabilon, Sativex, Nabilon. Oui. Excellent. C'est ça. Le Sativex et le Nabilon sont les 2 seuls produits qui sont actuellement disponibles au Canada. Le Marinol, le Sativex, c'est un produit à base de cannabis naturel. C'est un extrait de cannabis qui vient dans un petit vaporisateur qui donne une dose très précise de 2,7 mg de THC. Le Nabilon, c'est un analogue synthétique du THC qui est beaucoup plus puissant que le THC. Le Marinol était disponible au Canada, mais il était retiré du marché, malheureusement. Ça se peut qu'il va revenir bientôt. Ça, c'est un dérivé synthétique du THC, mais qui est biosimilaire. Chimiquement, il est similaire au THC. Le Sykes, c'est un appareil qui a été développé par une firme israélienne pour laquelle j'avais travaillé durant un comité consultatif qui livre une dose très précise de cannabis de façon inhalée par vaporisation. On va regarder ça tantôt. Le Rimonaban, je ne sais pas si les gens se souviennent de ça, c'était c'était pas un agoniste des récepteurs CB1, contrairement aux autres, mais c'était un antagoniste du récepteur CB1 qui avait été mis sur le marché pour le contrôle du poids, pour combattre l'obésité, mais qui a été retiré rapidement suite à des effets secondaires majeurs
dont la dépression et les idées suicidaires. T'sais. Et alors, c'est pour ça qu'on se demande, compte tenu qu'il y a d'autres produits maintenant qui sont en développement, qui vont avoir un effet sur les récepteurs CB1 ou CB2, mais qui ne sont pas nécessairement agonistes. Ça se peut qu'ils vont être des agonistes partiels, ça se peut qu'ils vont être des antagonistes. On devrait se demander, là, en fin de compte, les produits qu'on va utiliser dans l'avenir, est-ce qu'on peut appeler ça des cannabinoïdes ou on devrait peut-être appeler ça des modulateurs du système endocannabinoïde? Parce qu'un cannabinoïde, ça sous-entend que c'est un agoniste des récepteurs, mais ce ne sera pas tous des agonistes des récepteurs. La raison pour laquelle le Nabilone, par exemple, puis je vais commencer par le Sativex, par exemple. Le Sativex, c'est un produit qui est disponible sur le marché, OK? C'est un mélange de CBD et de THC à ratio égal. Puis c'est du cannabis naturel. Alors, pourquoi on ne s'en sert pas? Mais la raison est très, très simple. Quand on achète du Sativex, qui est couvert par pratiquement aucune compagnie d'assurance privée ou publique, ça vient en paquet de 3 bouteilles. Ça coûte environ 800 $. Et si on compare ça avec un produit qu'on peut acheter à l'SQDC qui est à peu près l'équivalent, c'est-à-dire qui contient 2,5 mg de THC et de CBD, c'est environ 10 fois le prix. Alors, pour moi, il n'y a pas d'avantage de prendre le Sativex, même si les produits qui sont actuellement disponibles à l'SQDC n'ont pas été comparés avec le Sativex pour avoir l'approbation de Santé Canada. Pour moi, 2,5 mg de THC puis 2,5 mg de CBD, que ce soit dans une huile ou bien dans un petit vaporisateur à base d'éthanol, moi, personnellement, je pense que c'est à peu près la même affaire. Mais Santé Canada, eux, ne le croient pas. Et il n'y a personne qui s'en... Je pense qu'il y a peut-être 200 personnes au Canada qui se servent du Sativex. Par rapport au Nabilone, le Nabilone, oui, c'est un dérivé synthétique du THC, mais il est souvent beaucoup moins bien toléré que le THC. On se demandait pourquoi. Mais quand on regarde les études, là, je veux dire, comme vous voyez la photo, le dessin à votre droite, c'est le récepteur CB1 qu'on voit là, avec l'effet de plusieurs différents agonistes du récepteur, que ce soit le THC ou le HU210, le Win55-212. Il existe des centaines et des centaines d'agonistes synthétiques du récepteur CB1 et ils ont tous des effets intracellulaires différents. Donc, le récepteur CB1, c'est un récepteur qui est très complexe et dépendant de l'agoniste qui va venir se lier, les effets intracellulaires vont être différents. Donc, on peut douter que le Nabilone, même s'il a sa place quand même dans certaines conditions, il y a beaucoup de patients qui vont trouver les effets secondaires beaucoup trop importants, dont la somnolence. Donc, ça ici, c'est pour vous donner une idée un peu là, les dosages, les doses de départ des différents produits qui existent actuellement. Donc, la Sativex, comme on l'a vu, une vaporisation contient 2,7 mg de THC. Le Nabilone, c'est 0,25 mg que les gens estiment qui équivaut à près à 2,5 mg de THC. Le Marinol, qui est un THC synthétique biosimilaire, 2,5 mg aussi, est la dose de départ. Maintenant, quand on regarde le SEC, qui est un produit qui vient de sortir il y a quelques années, c'est un vaporisateur high-tech qui livre une dose vaporisée extrêmement précise à partir de cannabis séché. Et quand on regarde un peu les études qu'eux ont faites avec des microdoses, on parle de 0,5 mg de THC comparé au placebo, comme vous voyez dans l'image à votre droite, les effets il y avait des effets qui avaient été remarqués au niveau de la douleur, la perception de la douleur. Même des effets subjectifs qui avaient été aussi remarqués chez les gens qui ont fait les individus dans leur étude. Et ceci nous laisse un peu suspecter que les produits originaux qui sont sortis sur le marché dans les années 80-90, on se servait comme balise l'apparition des effets psychoactifs comme étant l'apparition des effets thérapeutiques. Donc, les compagnies, eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient leurs médicaments, puis dès que les gens commençaient à se sentir un petit peu buzzés, ça doit être la dose thérapeutique de départ. Alors, c'est pour ça que ces produits-là ont tous des doses qui sont liées pas nécessairement à l'effet thérapeutique, comme la douleur ou l'anxiété ou quoi que ce soit, mais à des effets psychoactifs.
Et c'est peut-être la grande erreur qui a été faite avec ces produits-là. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne m'en sers pas. Moi, le Nabilone, quand je m'en sers en clinique, je ne commence jamais à 0,25 mg. Je commence à 0,1 mg. Donc, je demande au pharmacien de prendre des capsules de 0,5, mélange ça dans un sirop, puis on commence avec une seringue, puis on commence avec des microdoses. Puis honnêtement, surtout en soins palliatifs, par l'oncologie, la plupart des gens prennent même moins que la dose de départ du Nabilone. Alors, moi, ce que je vois cliniquement, ça corrobore un peu ce que la compagnie SAC a vu avec leur marché. Donc, on n'est pas encore sorti du bois par rapport à la dose de départ de THC, puis quelles sont les réelles fenêtres thérapeutiques selon les symptômes qu'on veut traiter. Ça nous mène aussi à l'autre concept. D'autres fenêtres thérapeutiques, c'est la dose qui peut augmenter les risques de faire des psychoses. Donc, on appelle le seuil toxique ou le Toxic Psychosis Threshold, qui a aussi été déterminé par les compagnies qui produisaient des cannabinoïdes approuvés, comme le Marinol ou le Sativex. Maintenant, comme vous voyez ici dans le dessin ou le tableau à votre gauche, ce n'est pas une étude comparative. Donc, ça, c'est un résumé des études faites par les compagnies qui faisaient le Marinol et le Sativex. Le Marinol, eux, ils ont déterminé que leurs produits, à partir d'une dose entre 10 et 20 mg, augmentaient de façon significative les risques de faire une psychose chez une personne qui est naïve à l'usage du cannabis, ce qu'on voit aussi en pratique. Donc c'est clair que donner 20 mg de THC à quelqu'un qui n'a jamais pris de cannabis dans le passé, nettement, cette personne-là va être au risque de faire une psychose. Maintenant, quand on prend le Sativex, par exemple, comparé au Sativex, le Sativex, qui est un mélange de CBD et de THC, eux, ils ont déterminé que le risque commence à devenir plus important après une dose d'environ 40 mg de THC. Maintenant, ça, c'est les résultats de la compagnie là, qui ont décidé les autres ont déterminé qu'on peut prendre jusqu'à 40 mg de THC de façon spontanée sans qu'il y ait vraiment de risque important. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a d'autres études qui ont été faites par après qui n'ont pas corroboré ces résultats-là. On sait que le CBD peut réduire les effets psychotomimétiques là, du THC, mais ça prend probablement beaucoup plus qu'un ratio de 1 pour 1. Probablement que c'est beaucoup, beaucoup plus, mais on n'a pas encore le chiffre magique de quelle quantité de CBD va réellement protéger contre cet effet-là. Donc, j'ai mis deux petites anecdotes à côté. J'aimerais ça rentrer en détail avec ça. Moi, j'adore l'histoire par rapport au cannabis. Puis ça, c'est vraiment une lettre à l'éditeur qui a été envoyée au mois de mars en 1890 par un médecin qui a été invité chez un de ses amis, qui lui a donné une dose de cannabis que son ami prenait depuis longtemps. Puis il a fait une psychose. Il décrit tellement bien ça vaudrait vraiment la peine un jour de regarder ça en détail. Là. Il décrit une psychose vraiment brève, en détail, c'est fascinant. Puis il y a eu la réponse du docteur Reynolds la semaine suivante, qui était le médecin de la reine Victoria, qui lui, c'est un grand défenseur du usage du cannabis. Mais je n'ai pas le temps, malheureusement. Bon, parlons de l'usage à faible risque. CAMH, là, qui est à Toronto, eux autres sont sortis avec un document qui a été revisé dernièrement par rapport à des recommandations sur l'usage à faible risque du cannabis. C'est un bon départ. Il y a des choses qui sont comme évidentes. Donc, le premier item, c'est l'abstinence. C'est vraiment la meilleure chose. OK, pretty obvious. Puis, il y a aussi de retarder l'âge de consommation initiale. Ça, pour moi, tout le monde est d'accord avec ça. Le choix du produit, vraiment, essayer d'utiliser des produits à faible teneur en THC. Ça manque de précision, par exemple, parce que dire ça à quelqu'un, tu utilises des produits à faible teneur en THC, bien, si quelqu'un prend des huiles ou des gummy bears, bien là, c'est combien ça? Il y a aussi les méthodes et pratiques de consommation, éviter évidemment de fumer. La fréquence d'usage, ça, je dirais que c'est peut-être la recommandation la plus importante de ce qu'ils font. Les autres ont déterminé que quand on consomme moins qu'une fois par semaine, les risques de développer de la tolérance sont nettement réduits parce qu'on sait qu'il y a un down-regulation du récepteur CB1 qui arrive assez rapidement. Mais si on limite ça une fois par semaine, ça va bien. Sauf que qu'est-ce qu'on fait avec le patient qui en prend 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine? Est-ce qu'on dit d'arrêter? Est-ce qu'on dit c'est-tu correct? C'est-tu quelque chose qui peut être à risque pour cette personne-là? On va regarder un cas clinique tantôt qui regarde un peu cette question-là parce que
il y a beaucoup de patients, par exemple. Il y a beaucoup d'individus qui vont consommer plus qu'une fois par semaine, puis là, on est un peu mal pris, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais? Il y a des populations à risque, évidemment, les patients qui ont des troubles psychotiques, et il y a aussi la combinaison de risques que les autres recommandent, c'est-à-dire qu'on ne combine pas les risques nommés plus haut. Okay. Donc, on va regarder un cas clinique ensemble, parce que là, je pense que je suis dans mon temps, ça va super bien. Alors, je vous donne, ça, pour moi, c'est un cas typique là, que je vois dans mon bureau, régulièrement. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un cas comme ça? Alors, j'aimerais vous demander votre opinion. Y a-t-il des informations supplémentaires que vous aimeriez avoir par rapport à l'usage du cannabis chez cette personne-là? Alors, n'hésitez pas à écrire directement dans le chat ou lever la Oui, main, allumer votre micro. on peut aller dans le chat. Alors, dans le chat. On va dans le chat. OK. Maintenant, moi, les patients, quand je leur demande pourquoi vous utilisez du cannabis, ben, je dis parce que je suis avec des amis des fois, puis on rit, puis on a bien du fun ensemble. Donc, ça a l'air d'être plus récréatif. J'ai des patients qui utilisent ça pour leur aider pour le sommeil, la détente. Mais là, ça commence à être un usage plus médical pour moi. T'sais. Et dans le cas de bien des. Puis j'en vois ça souvent, il y a des patients qui me disent parce que ça me donne le goût d'être plus avec le monde. Comme lui, dans ce cas-là, avec ce patient-là, il avait plus le goût d'être avec son enfant puis de jouer avec son enfant. Donc, on voit qu'il y a comme un effet, il va aller chercher un peu un effet empathogène ou entactogène dans ce cas-là spécifique. Donc, il y a un mélange souvent d'usage. Ça peut être en partie médical, ça peut être en partie récréatif. Puis je pense qu'on va devoir s'habituer un peu à ça parce que ça va être la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est qu'il n'y aura pas un usage. C'est rare qu'il y ait un usage exclusif récréatif, exclusif médical. Souvent, les patients qui utilisent le cannabis de façon médicale vont même l'avouer. Il y a plusieurs sondages qui ont démontré que dans presque au-dessus de 80 des usagers médicaux vont occasionnellement prendre une dose récréative de cannabis pour avoir d'autres effets. T'sais. Donc, on sait que ça fait partie un peu du spectre de l'usage. L'autre question qui est importante, c'est est-ce qu'il l'achète légalement ou bien est-ce qu'il l'achète du marché noir? C'est certain que si un gars consomme 1 gramme par semaine à 10 pièces le gramme, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'aller chercher ça au marché noir. Mais les gens qui consomment 5 grammes par jour à 50 pièces par jour, lorsque ça pourrait coûter 20 pièces ou 25 pièces du marché noir, là, il y a un incitatif important. Donc, c'est important de savoir d'où il prend son cannabis parce qu'il faut commencer à mettre la pression sur les patients, puis les rappeler que le cannabis qui vient du monde illégal, même si son ami dit que c'est du bio, ce n'est pas du bio, c'est impossible que ce soit du bio. Impossible, impossible, impossible. Ce n'est pas des produits qui sont testés. Ils utilisent des pesticides qui ne sont pas faits pour la consommation par inhalation, donc c'est la combustion qui peut rendre certains pesticides extrêmement toxiques. Il y a des métaux lourds. Il faut vraiment décourager à tout prix l'usage du cannabis du marché illégal. Il y a aussi la technique. Disons, par exemple, dans ce cas ici, c'est un patient qui inhale le cannabis. Puis, inhaler le cannabis, on peut le fumer, il peut avoir de la combustion, on peut l'inhaler avec une vapoteuse ou un vaporisateur. Mais la plupart des gens les vaporisateurs ne sont pas très populaires, ça coûte très cher, mais il faut être motivé aussi pour les utiliser. Mais c'est beaucoup plus pratique, puis il y a moins de toxines, effectivement. Puis on va regarder un peu dans la diapositive suivante, un peu c'est quoi les différences au niveau de la technique, parce que la biodisponibilité avec l'inhalation peut varier énormément d'une personne à l'autre. Mais le plus important, une des questions les plus importantes, c'est de déterminer c'est quoi le pourcentage de cannabis, de THC, de CBD dans le produit qu'ils utilisent. Il y a beaucoup de patients qui ne sont même pas au courant de la quantité de THC qu'ils utilisent dans leur produit, surtout quand ils achètent du marché noir, ou bien ils vont prendre ce qui est disponible de la semaine à l'SQDC, ça peut varier d'une fois à l'autre. Donc, dans ce cas ici, par exemple, si on dit que le patient prend un cannabis qui contient en moyenne 24 ce qui n'est pas loin de la moyenne canadienne. Au Canada, actuellement, là, la moyenne du THC varie entre 18 et 20 il y a 30 ans, c'était autour de 3 à 5 Donc, la moyenne maintenant de ce qui est normal, à cette époque-là, c'était du très, très fort. Donc, il faut aussi se mettre ça dans l'idée. Hein. Donc, à 24 de THC, son gramme contient en réalité 240 mg par gramme de THC.
Puis c'est ça qu'est-ce qui est important à savoir, parce que s'il prend 3 fois par semaine, il inhale 3 fois par semaine de façon très efficace, ça veut dire qu'il prend 80 mg de THC 3 fois par semaine ou bien 60 mg 4 fois par semaine. OK, ça, on divise 240 par 3 ou par 4. Et pour moi, c'est important de savoir la dose parce que si on se souvient tantôt que 10 mg est une dose amplement suffisante pour produire des effets psychoactifs que les gens absolument recherchent pour un effet récréatif, si ça lui prend 80 mg pour avoir le même effet, il a certainement développé une tolérance, cette personne-là. Puis je leur dis, écoute, ça ne va pas te coûter cher. Si vraiment tu consommais moins souvent, ça te prendrait probablement 5 fois ou 8 fois moins de cannabis pour avoir le même effet. Donc, tu as développé une tolérance. Puis souvent, je leur demande, OK, là, tu fumes 1 gramme par semaine depuis 6 mois, mais il y a 6 mois, tu en consommais combien? C'était-tu 0,5 grammes? C'était-tu un quart de gramme? Donc, on peut voir dans la trajectoire s'il y a une tolérance qui est en train de se développer. Puis ça, c'est une personne qu'il faut revoir dans 3 mois, dans 6 mois, pour voir un peu si la consommation augmente. Puis je vous dirais que la plupart du temps, quand on a une preuve qu'il y a une tolérance qui vient de s'installer, c'est certain que ça va y prendre une dose plus élevée dans 6 mois pour avoir le même effet. Parce qu'il en prend trop souvent dans la semaine pour permettre aux récepteurs de faire pour que le receptor downregulation puisse se réverser. Ça, c'est une étude qui a été faite dernièrement qui était vraiment intéressante là, parce qu'on se demandait souvent, mais OK, quand on le prend de façon inhalée ou de façon orale, ben, est-ce qu'une dose est similaire? Est-ce que la même dose va produire les mêmes effets? Oui, non. Et ça semble que oui, en fin de compte, c'est ça que ça a démontré un peu, cette étude-là. Et ça aussi, ça démontre un peu la grande variabilité au niveau de la biodisponibilité. Par exemple, l'inhalation, la moyenne qui est estimée par Santé Canada, c'est environ 25 quand les gens consomment, par exemple, fument une cigarette ou un joint de cannabis, parce qu'on estime qu'il y a 50 qui est perdu en fumée secondaire, puis un autre 50 qui est perdu lors de l'inhalation. Mais dépendant de la technique d'inhalation, la biodisponibilité réelle du THC peut varier de 2 à 56 Donc, si une personne prend une grande inspiration, la retient pendant 10 secondes, c'est certain qu'il va se rapprocher d'un 56 de biodisponibilité. Quelqu'un qui prend une petite inhalation puis l'expire rapidement va aller chercher un 2 Les consommateurs chroniques, eux autres, ils se rendent compte de ça, puis souvent, ils vont faire une rétention, ils vont retenir leur souffle. Et là, il faut leur demander, quand tu prends une puff, est-ce que tu prends une grande puff et tu la retiens 10 secondes, ou bien est-ce que tu prends une puff et tu l'inhales de façon naturelle? Vous allez être surpris que beaucoup de gens vont aller vers l'augmentation de la biodisponibilité, puis ils vont essayer de retenir leur souffle le plus possible. Même chose, la dose orale, dose inhalée, les effets subjectifs. Je veux juste regarder, mais je vais vous montrer dans la diapositive là, qui est à votre droite. Là. Quand on regarde, ça, c'est les effets d'une dose de 25 mg de THC, qu'elle soit inhalée par combustion, vaporisation ou bien par voie orale. Dans le graphique de gauche, ce qu'on voit, c'est les niveaux sériques de THC. Donc, la ligne rouge, c'est vapoté, la ligne grise, c'est inhalé par combustion, et la ligne verte, c'est la dose orale. Et on voit clairement qu'il y a un pic au niveau sérique de THC avec la vaporisation et l'inhalation et que le THC au niveau oral est nettement inférieur à cause du passage hépatique. Évidemment, le THC, une fois qu'il passe par le foie, il est transformé en 11-hydroxy-THC. Quand on voit le graphique de l'autre côté, par exemple, à la droite, c'est ce graphique-là que moi, je trouve le plus intéressant. Ça, c'est les effets subjectifs perçus. OK? Donc, les effets subjectifs, qu'ils soient par vaporisation, par inhalation, par combustion ou bien par voie orale, les effets sont à peu près similaires. Puis on se demande pourquoi ils seraient similaires, puisque le niveau sérique de THC est nettement plus élevé avec l'inhalation et il est beaucoup plus bas. Pourquoi les effets seraient similaires avec la voie par voie orale? Puis ce qu'on estime, ce qu'on croit, c'est que le 11-hydroxy-THC, qui est un métabolite actif du THC par passage hépatique, est beaucoup plus puissant que le THC et qui vient compenser un peu les effets au niveau sérique. Et donc, on se retrouve avec
avec des courbes différentes au niveau pharmacocinétique, mais au niveau pharmacodynamique, c'est des courbes qui se ressemblent. OK, je veux juste revenir à notre cas clinique, là. OK. Donc, ce jeune homme-là qui veut devenir policier, là, il faut aussi lui rappeler que les différents corps policiers ont toutes des différentes politiques par rapport au cannabis. Par exemple, les SPVM sont extrêmement libérales, eux autres, en autant que tu es apte à rentrer au travail, si tu peux te consommer du cannabis. Tandis qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sévères. Par exemple, la Sûreté du Québec, eux autres, la consommation du cannabis est formellement interdite chez leurs policiers. Donc, ça, ce serait peut-être une information qui serait importante pour lui de savoir avant qu'il se lance dans ce métier-là. Évidemment, on peut parler des effets bénéfiques en santé mentale. Je n'ai pas besoin de vous dire que le trouble d'usage du cannabis est nettement plus élevé dans plusieurs pathologies, à peu près toutes pareilles. Les risques de psychose sont extrêmement importants. Je suis content de montrer cette diapositive ici parce que je pense que c'est quelque chose d'important. On sait que le risque de psychose est important avec l'usage du THC, mais on sait qu'il y a beaucoup de facteurs génétiques qui peuvent être souvent en cause, dont il y a des variants au niveau de certains gènes comme le COMT, AKT1. Et ce sont des tests, ça existe des tests, des profils pharmacogénétiques qui sont disponibles sur le marché. Ça coûte environ 150 $, puis on peut savoir si on a des variants à haut risque. Moi, je pense que, honnêtement, personnellement, je pense que c'est quelque chose que le gouvernement devrait faire. Tous les adolescents à 12 ans devraient avoir un profilage génétique pour le AKT1 ou le COMT, puis on pourrait leur dire d'emblée, écoute, toi, tu es à haut risque de faire une psychose avec du cannabis. Là. On sait qu'avec certains variants comme le AKT1, il y a nettement un haut risque avec certains variants. Ce qu'on se rend compte, c'est que la prise en charge d'un patient qui consomme du cannabis semble réduire les méfaits. Il y a une belle étude qui est sortie dernièrement. C'est une étude d'observation, évidemment, mais ils ont regardé 10 000 patients canadiens pour lesquels on a prescrit du cannabis médical pour différentes raisons. Puis on regardait un peu combien de patients, ces patients-là se sont retrouvés à l'hôpital pour des effets secondaires, des intoxications, des troubles de santé mentale. Puis le nombre de patients qui sont allés à l'hôpital était estimé environ à 15 pour 10 000 à peu près, ce qui est nettement inférieur à beaucoup d'autres médicaments qu'on prend et qui ressemblerait qui serait nettement inférieur aussi à ce qu'on retrouve, par exemple, aux États-Unis, où il y a beaucoup moins de contrôle par rapport au dosage. L'autre affaire qui est importante, c'est le tableau à votre droite. Ça, c'est un sondage par Santé Canada qui a été fait. Ils en font absolument à tous les ans. On regarde la population de patients des gens qui utilisent le cannabis pour des raisons médicales et pour des raisons récréatives. Puis comme vous pouvez voir, les gens qui utilisent le cannabis médical ou récréatif, il y a environ 53 % qui vont se procurer un point de vente autorisé, genre SQDC. Mais ce qui est un peu plus épeurant, c'est que quand on regarde là, au niveau médical, là, le producteur autorisé, c'est-à-dire que quand on achète du cannabis d'un producteur autorisé, ça veut dire qu'on a une autorisation médicale, c'est-à-dire qu'on a un document médical d'un médecin ou d'un EPS qui nous donne l'autorisation pour utiliser le cannabis. Mais c'est seulement 21 % des consommateurs de cannabis médical, c'est-à-dire qu'ils se disent qu'ils prennent ça pour une raison médicale, qui sont suivis par un médecin ou un EPS. Donc, ça veut dire que 80 % des gens qui consomment du cannabis pour des raisons médicales le font sans aucune supervision clinique et qu'il y a encore une forte proportion, par exemple, comme vous voyez dans le bas du tableau, il y a environ 10 % d'eux qui n'ont aucune idée qu'est-ce qu'ils consomment. Donc, c'était un peu ça le but de ma présentation. Je pense que j'ai fait le tour des choses que moi, je trouve le plus important. Je voulais parler du CBD, le rapport du comité consultatif. Si vous voulez, on peut en parler, on peut en discuter. Ça a été sorti en juillet 2022. Le Santé Canada a déterminé que pour le stress et la nervosité, on ne parle pas d'anxiété, là, c'est de l'auto-traitement, que le CBD pourrait être sécuritaire jusqu'à 30 jours d'usage sans nécessairement devoir passer par un clinicien. On peut demander l'avis de notre pharmacien, puis on peut utiliser le cannabis, le CBD, c'est-à-dire, en notant que ça contient moins de 1 % de THC et qu'on ne dépasse pas une dose de 200 mg par jour. Alors, ça, c'est leur recommandation. Ce qui est intéressant. Mais les autres, évidemment, si c'est un problème d'anxiété grave ou un autre problème de santé mentale, c'est juste pour eux. Ils disent vraiment, là, c'est stress,
stress et nervosité. C'est comme ça que je décris ce soir. Alors, merci beaucoup. Alors, passez une excellente journée tout le monde et au plaisir de vous revoir mardi dans 2 semaines. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde.